Bienvenue sur le plateau d'Écran Public, l'émission qui s'intéresse au documentaire consacré à de grandes questions d'action publique. Et pour parler de la reconquête, avec nous sur ce plateau, Thibaut Ferrier, le réalisateur du film que vous venez de voir ou que vous aurez l'occasion de voir par ailleurs, et Sarah El Haïry, députée MoDem de Loire-Atlantique, que nous remercions d'être ici. Nous avions aussi convié la préfecture notamment, mais ils n'ont pas pu participer à ce débat. Alors on va parler de ce qu'est devenu le territoire de Notre-Dame-des-Landes, qui est aujourd'hui l'objet d'enjeux compliqués entre les zadistes, on va y revenir, tenant d'une occupation autogestionnaire de ces territoires, les agriculteurs plus traditionnels qui ont joué le jeu du droit de propriété au sens le plus classique du terme, et puis l'État bien sûr et les collectivités locales qui tentent de trouver une solution. On va se concentrer lors de ce débat sur une question principale, celle qui concerne l'avenir en réalité et la manière dont on peut aujourd'hui, et compte tenu de tout ce qui s'est passé, imaginer de renouer le dialogue et de construire un avenir commun. Pour commencer, un très court extrait. Moi j'ai l'impression que là où ils ont besoin de nous et où ils n'ont pas de solution sans nous, c'est qu'ils disent qu'ils veulent un projet innovant d'avenir sur ce territoire qui développe la transition écologique, blablabla. Ils ont vendu ça dans plein de leurs discours. Et il n'y a qu'avec nous qui peuvent avoir ça. Du coup, moi je pense qu'on a quand même un certain rapport de force qui peut nous permettre de porter notre projet. C'est sûr que notre projet, c'est pas le projet de leur rêve, mais sans nous, ils ont juste pas le projet qu'ils veulent vendre politiquement. Alors cette question des rapports de force aujourd'hui entre les différents acteurs sur ce territoire, elle n'est toujours pas réglée à l'évidence. Mais avant de pouvoir y venir, peut-être un court rappel, car ce film présente aussi le mérite de remonter assez loin. Et il nous dit bien que la ZAD, avant d'être zone à défendre, en réalité, ça voulait dire zone d'aménagement différé quand elle a été créée en 1972, parce qu'on voulait aménager un aéroport à une vingtaine de kilomètres de Nantes. C'est près de 1650 hectares, je crois, de bocage et de forêt, et des gens, des agriculteurs notamment, certains ont été expropriés, d'autres sont restés et d'autres sont venus par la suite les rejoindre avec des projets divers et variés sur lesquels on reviendra aussi. Peut-être une question, Thibaut Ferrier, vous qui êtes le réalisateur de ce film, qu'est-ce qui vous a donné envie, comment l'histoire au départ de ce film, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous intéresser à ce projet et à ce territoire si particulier ? J'avais toujours entendu parler, aussi loin que remonte ma mémoire, de Notre-Dame-des-Landes. Moi, je ne suis pas du tout du coin, je suis du sud-ouest de la France originairement, mais j'avais toujours entendu parler de cette histoire là-bas en Bretagne, d'un aéroport international qui devait se construire, d'une lutte paysanne qui durait depuis des générations déjà, de jeunes et moins jeunes d'ailleurs, de gens en tout cas qui commençaient à converger de toute l'Europe pour préserver ce bocage du bétonnage. Voilà, c'est quelque chose auquel je pensais comme ça de temps en temps, jusqu'à ce que je rencontre le producteur du film, Luc Martin-Gousset, chez Point du Jour, et en voyant une coupure de journaux sur un mur de son bureau un jour en passant, je lui ai dit tu t'intéresses à cette histoire de Notre-Dame-des-Landes. Ça, c'était il y a 6 ans, c'était à l'époque du premier film que j'ai fait là-bas. Et il m'a dit bien sûr, ça fait des années que je me dis qu'il faudrait faire un film pour documenter ça et interroger cette histoire, et donc voilà, l'aventure a démarré comme ça. Il y a eu un premier film qui s'appelait Le Tarmac est dans le pré, c'était en 2013, donc on était à l'époque de l'opération César, vraiment dans la première phase, le premier grand chapitre de cette histoire et de cette confrontation. Et 6 ans plus tard, 5 ou 6 ans plus tard, bref, le 17 janvier 2018, si je me souviens bien, le discours du Premier ministre Édouard Philippe qui annonce, et qui ouvre le film, qui annonce l'abandon définitif du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, et avec ce même Luc Martin-Gousset, ça faisait quelques années qu'on ne s'était pas appelé, mais dans les minutes qui ont suivi, on s'est rappelé en se disant il faudrait refaire un film, faire un nouveau film à Notre-Dame-des-Landes, maintenant que l'aéroport est abandonné. Parce que c'était une nouvelle histoire qui commençait, un nouveau chapitre qui s'ouvrait, et quelque part
tout commençait véritablement à partir du moment où il n'y avait plus d'aéroport là-bas. C'est ce qu'on s'était dit, et c'est ça qui a donné lieu à ce long tournage et à ce film. Alors vous tournez le film au cours de l'année 2018, on le voit bien, notamment pendant les grands épisodes d'expulsion, vous êtes présent sur le terrain, etc. Une question que se posent sans doute les spectateurs, où en est-on aujourd'hui? Car évidemment, il y a eu ces deux grandes vagues d'expulsion avec des forces extrêmement importantes, des gendarmes qu'on voit venir en nombre, etc., les blindés. Bon. En réalité, il y a ensuite, et c'est la fin du film, un certain nombre de projets sous convention d'occupation précaire qui sont actés, mais pour une durée très variable, de 6 mois, d'1 an, etc. Où en est-on aujourd'hui, vous qui êtes député du territoire? Est-ce que l'état actuel de la situation est stabilisé? Vers quoi s'achemine-t-on? On est à un retour à l'ordre républicain, si je voulais utiliser un mot assez classique et pas chargé d'émotion. Pourquoi? Parce que Notre-Dame-des-Landes, vous l'avez vu dans un article de presse et puis dans l'histoire qui a été transmise et qui a dépassé notre territoire, nous l'avons vécu, et pour être plus honnête, je suis née avec. C'est-à-dire que quand je suis née, il y avait déjà cette confrontation sur ce territoire pour dire aéroport ou pas aéroport. Et aujourd'hui, on est en train de revenir à la normale. Revenir à la normale, c'est quoi? C'est retrouver la circulation sur une route départementale. Revenir à la normale, c'est dire, eh bien, quand on est sur un territoire, sur un terrain, eh bien, on a un document, un contrat, le droit d'être là, le droit d'exploiter. Et finalement, c'est l'adaptation, c'est un retour petit à petit, parce qu'il faut le dire aussi, tout ne se fait pas d'un coup de baguette magique, c'est plus de 30 ans d'histoire, 30 ans de confrontation, et on a entendu 30 ans de bras de fer. Aujourd'hui, c'est le temps de l'apaisement, de cette construction plus calme, qui n'est pas... qu'il faut quand même surveiller comme du lait sur le feu, pour être honnête, parce qu'il y a encore des tensions, il n'y a pas encore cette convergence et cet apaisement sur ce territoire. Mais un retour à la loi, un retour au droit... Il y a une question qu'on se pose de manière un peu récurrente en voyant le film. Il semble y avoir une forme d'allergie des autorités, quelles qu'elles soient, à la dimension collective, voire collectiviste, des projets qui sont présentés. Et l'un des agriculteurs, d'ailleurs, le dit assez bien, en quoi est-ce mal d'être dans le collectif? Et comment s'expliquer qu'il y ait eu une forme de blocage, finalement, opposé de manière assez ferme et dès le départ, par toutes les autorités de l'État, probablement aussi par les collectivités, à l'idée qu'il puisse y avoir des projets non pas individuels, mais d'une forme plus collective, et que finalement, on lance une expérimentation qui, certes, n'aurait peut-être pas eu d'équivalent sur d'autres territoires, mais qui aurait pu aussi être intéressante. Et je vais vous répondre de manière assez libre, en réalité, parce que moi, je viens de l'économie sociale et solidaire. Et je viens du monde des SCOP en particulier. Une SCOP, c'est quoi pour les personnes qui nous regardent? C'est une entreprise qui appartient à ses salariés. Donc il n'y a pas plus collectif en réalité qu'une SCOP, parce que moi je viens des plus orthodoxes des SCOP, c'est-à-dire des SCOP détenus à 100%. Et pour être salarié, il faut être sociétaire. Donc finalement, c'est vraiment un homme, une voix, un droit, point. Et donc il n'y a pas de différence à l'intérieur de ces entreprises. Donc l'esprit collectif, au contraire, je pense que ça a de l'avenir, ça peut fonctionner. Mais il faut revenir à la réalité de notre territoire. On ne peut pas essayer d'expérimenter quelque chose d'innovant en dehors du cadre de la loi. Et encore plus d'une manière, comment dire, gagnée au bras de force. En fait, la réalité, elle est là. On sortait d'une situation où il y avait eu des tensions, où nous avons la population qui est divisée sur ce territoire. Et donc, on est déjà en dehors des règles, nous sommes déjà en dehors de la loi. Quand vous avez le fait de mettre de libérer, d'évacuer, de détruire certaines habitations qui ont été construites, certains abris, vous êtes déjà en train d'essayer de revenir vers le cadre normal. Donc ça, c'est dans l'esprit des règles de la loi. Donc on ne construit que quand on a un permis de construire. Créer un projet collectif, un projet où il n'y a pas une seule personne, c'est très bien. Pour moi, en plus, c'est une réponse à cette croissance d'avenir et à un monde plus juste et peut-être moins individualiste. Mais ça ne se fait pas dans un rapport de force. Ça ne se construit pas dans des énergies négatives. Les zadistes qui disent on ne va pas signer sous la contrainte des hélicoptères au-dessus de nos têtes. Et en fait, je le retourne l'argument en disant oui, mais ça ne se construit pas contre les gens, contre les règles. Et là, on revient à quelque chose de plus basique. Qu'on puisse donner un nom, parce que c'était ça, hein, les règles, c'était un document assez simple. Déjà, en fait, il faut dire que l'État, dans sa structure, donc la préfecture, la préfète de l'époque, Madame Klein, ils avaient déjà créé des documents, on va dire, d'exception. Quand je dis un document d'exception, c'est un document où on met son nom, son prénom, et quel est le projet d'agriculture qu'on fait ou qu'on exploite. En réalité, ces documents n'existent nulle part ailleurs en France.
Ça a été fait pour Notre-Dame-des-Landes et pour revenir à cet état de droit étape par étape. Vous ne pouvez pas demander à une majorité de gens que sur un territoire, on soit dans l'exception, dans le droit, dans l'exploitation et dans tout. Il y a eu une bataille. Alors, il y a eu justement parce que sur cette bataille, moi j'aimerais entendre le réalisateur. On voit en effet s'exprimer des points de vue divergents dans le film lui-même, et on voit notamment les agriculteurs plus traditionnels. Alors je dirais pas, c'est pas forcément, ils sont pas forcément dans l'agriculture conventionnelle. Peut-être certains d'entre eux sont en bio, d'ailleurs, je n'en sais rien. Mais qui, eux, au fond, sont dans une approche consistant à dire on a joué le jeu depuis très longtemps de la contrainte, y compris normative et économique, et eux ne le jouent pas. Et donc, et d'ailleurs, vous êtes sur le terrain, enfin, en accompagnant avec votre caméra, hein, on le voit bien, des zadistes qui tentent de nouer le dialogue avec eux, en leur expliquant qu'ils ne sont pas non plus ces sortes de punk à chiens fantasmés par un certain nombre des agriculteurs, etc. Donc, ce dialogue tel que vous avez pu, enfin ce dialogue ou ce non-dialogue, parce qu'on n'est pas très sûr qu'il parvienne à exister, tel que vous avez pu, vous, le vivre ou l'expérimenter sur le terrain, comment il se présente? C'est-à-dire, est-ce que vous avez eu le sentiment, même si vous étiez extérieur, j'ai envie de dire, aux enjeux directs du terrain, mais qu'il était possible que des choses se reforment et qu'on arrive à refaire société, ou est-ce qu'on est dans des tensions telles qu'en réalité, il sera difficile de sortir de la confrontation? L'impression que ça m'a donné et qui est assez claire, c'est que cette notion de renouer le dialogue, c'est une construction politique ou c'est une vision d'élu. On est dans une construction intellectuelle. La réalité des gens, la réalité du terrain, du vécu là-bas. En plus, on est dans l'agriculture. C'est-à-dire dans un univers où deux personnes pourraient s'étriper pour 1 hectare de terre, il faut le savoir. Voilà. Les gens n'ont pas du tout le sentiment ou le désir ou le projet de renouer du dialogue entre les parties prenantes. Les choses sont extrêmement crispées, sont extrêmement tendues. Il y a eu ces 10-15 années extrêmement violentes pour toutes les parties qui se sont déroulées. Donc, pour les gens sur place, il n'est pas question d'un dialogue. Il est question de l'État comme interface et des collectivités pour tenter, en tous les cas, d'organiser cette... Sans doute, mais en tout cas, de part et d'autre, les gens sont bien décidés à cohabiter, hein, de toute façon, et à partager ce territoire, chacun sur sa parcelle et sur son précaré, mais en tout cas une espèce de réconciliation comme ça. C'est pas dans l'esprit des gens, c'est pas du tout quelque chose qui est dans l'ambiance du site, du terrain. Alors j'aimerais qu'on entende un deuxième court extrait. On ne peut pas uniquement faire un projet qui soit agricole aujourd'hui. C'est pas juste une question de distribution de terre, absolument pas. Ça doit répondre à la question environnementale, comme ça a été souligné. Donc là, il y a aujourd'hui une énergie assez extraordinaire sur ce lieu pour faire des approches différentes. Il ne faut surtout pas rater cette occasion-là. Alors j'aimerais qu'on parle avec vous, Sarah El Haïry, de ces enjeux, au fond, environnementaux sur le territoire. Car ce que l'on comprend en regardant le documentaire, c'est qu'il y a aussi des visions différentes de ce que doit être le rapport à la nature qui s'oppose ici, et que chez un certain nombre de zadistes, qui sont prêts d'ailleurs à remplir des dossiers administratifs qui ont l'air compliqués, comme sans doute le sont tous les dossiers administratifs, il y a la volonté de développer dans le temps des projets innovants. Alors il y avait d'ailleurs un article assez amusant de Ouzbek et Rika qui imaginaient des scénarios d'avenir pour Notre-Dame-des-Landes à l'horizon 2025 et qui disaient, après tout, est-ce qu'on n'imaginerait pas un jour de grandes sociétés créant là un laboratoire de résilience et de civic tech, mais qui déboucherait finalement sur une sorte de nouvelle expérience dans laquelle Notre-Dame-des-Landes deviendrait la capitale mondiale du commun. Et on a envie quand même de se demander justement si ce qui a représenté des années de confrontation avec les violences en particulier qu'on peut voir dans ce film ne pourrait pas déboucher aussi, à condition d'être correctement accompagné par les élus et par l'État, vers un très beau projet en ce qu'il serait complètement nouveau et innovant, mais aussi attentif aux attentes justement de ceux qui occupent de fait ce territoire. Comment vous voyez les choses? En réalité, cette capitale de la transition énergétique innovante, du bien commun exclusif, enfin, oui, tout est possible tant que c'est dans le cadre de la loi. En fait, c'est ça qui est assez dingue. C'est qu'il y a eu 2 temps dans cet enquistement de ce conflit. Il y a eu le premier temps qui est de dire
il ne faut pas bétonner. Il ne faut pas ici mettre un aéroport parce que ça viendrait détruire de la biodiversité. C'est nos territoires, c'est une richesse et attention, il ne faut pas faire ça ici. Ça a été le premier élément. Et donc là, il y a eu bataille. Soit. Et quelque part, victoire de ceux qui et il y a eu, en effectivement, et on peut le dire. De ceux qui ne s'inscrivaient pas à ce moment-là dans la légalité, dans l'état de droit, justement pour permettre de prendre la bonne décision. Eh bien, j'ai envie de dire, vous avez raison d'une certaine manière, parce que s'il n'y avait pas eu, et ça on peut le dire, s'il n'y avait pas eu les zadistes, alors peut-être à l'époque, l'aéroport aurait été fait plus vite, ça c'est une réalité. Cependant, là où l'élu que je suis, là où les élus, là où la majorité des citoyens ne peuvent pas venir entendre ça, c'est-à-dire, c'est pas parce qu'ils ont permis que cet aéroport ne se passe pas, alors ils ont un droit de tirage. C'est ça la réalité, c'est qu'ils se sont opposés à un aéroport. C'est pas parce qu'ils se sont opposés à un aéroport et qu'ils ont finalement abouti à leur mine de rien, même si la décision reste la décision de l'État, et c'est bien l'État qui a pris la décision de ne pas le faire, il n'y a pas le droit de s'auto-saisir d'un territoire et dire « Eh bien maintenant, puisque c'est moi qui l'ai sauvé, je fais bien ce que je veux ici ». Ça, c'est l'unité de la République, et je vais juste aller au bout. Là, c'est l'unité de la République, et donc c'est la responsabilité de l'élu de dire « Eh bien non, ça ne marche pas comme ça ». On pourrait créer cette Civitex, c'est ce lieu du lieu commun, si il y avait une création d'une SCOP, que cette SCOP était créée au sens légal du terme, qu'il y a un droit d'occupation, et finalement, cette Civitex, elle pourrait exister, mais avec les règles... D'un accompagnement vers ce type de démarche ou transition sont-ils donnés ou proposés par les collectivités locales? Mais j'ai envie de dire, tout le monde peut s'en saisir. Et oui, c'est possible. Nantes, si on prend ma ville, pour le coup, c'est à côté de Notre-Dame-des-Landes. Nantes est une des capitales de l'économie sociale et solidaire. Et des lieux d'expérimentation, elle a été récemment, enfin je ne vais pas rentrer dans les labels, mais elle a été récemment décorée, primée. On peut créer de très belles choses. Mais il ne faut pas, moi je ne souhaite pas, je ne veux pas vivre dans une société où on gagne dans la confrontation et dans la violence. Il y a eu un élément. Maintenant, il y a la construction de demain, mais demain doit se construire dans les règles, dans la loi. Et en fait, c'est ça l'élément. On voit bien qu'il y a là, en fait, l'affrontement, surtout de deux manières, au fond, de voir le monde, la question de la légalité et la question de la légitimité. Et en fait, une remise en cause par les actions d'un certain nombre de ces zadistes, qui est complètement assumée, du droit de propriété au sens classique et capitaliste du terme. Ce qui est très intéressant dans votre documentaire, c'est qu'on voit bien qu'au-delà de la question de l'occupation d'un territoire, ou de la construction de telles cabanes, de l'élevage d'animaux, etc., il y a une réflexion politique qui est en jeu sur ces terrains et sur ces territoires, à peu près à chaque étape de son histoire. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu, vous, ressentir et confirmer, une intuition que vous aviez sûrement en y allant, mais qu'est-ce qui vous frappe dans la relation aux politiques très particulières qu'entretiennent les zadistes ? C'est toute l'histoire de la contestation, de la lutte sociale, c'est tout. Voilà, la ZAD, effectivement, ce qui s'est passé à Notre-Dame-des-Landes, on tire tous les fils, il me semble, tous les fils, pardon, et toutes les grandes questions de la démocratie, de la loi, de l'état de droit, du cadre, de l'intérieur du cadre, du hors-cadre. Il y a tout qui vient. Donc moi, je suis pas le mieux placé pour pouvoir, pour pouvoir avoir un discours dialectique là-dessus, puisque ce que j'avais envie de le dire, c'est porter par les personnages en situation dans le film, et tout ça est incarné en filigrane au fur et à mesure du récit. Après, effectivement, ce qui est certain, c'est que d'un côté, on a une vision de la société, du cadre normé, du cadre de l'état de droit, d'accord, et de l'autre côté, il y a cette certitude que ponctuellement, face à certaines situations, par exemple la construction d'un aéroport sur 1600 hectares de bocage au nord de Nantes, eh bien que pour que les choses avancent, pour que la société évolue, surtout pour que les choses aillent dans le bon sens d'un point de vue agricole, social, mais aussi politique, eh bien il faut aller vers cette marge, il faut aller vers cette limite du droit et de l'état de droit. Et c'est ce qu'ont fait les zadistes pour empêcher, une fois de plus, cet aéroport. Il a fallu, de fait, se mettre à la limite ou passer la limite de la légalité et de l'état de droit, mais il me semble que c'est la seule condition pour faire changer les choses et pour que les choses avancent. Si on reste tout le temps, même dans ces instants, dans ces moments de crise historique, dans l'état de droit, il ne se passe plus jamais rien. La société n'évolue plus. Et je termine en un mot. Moi, je peux parler je ne suis légitime finalement pour parler que du film, mais il me semble que c'est cela qu'il raconte aussi, c'est-à-dire ces gens
qui étaient contre un projet, mais qui étaient surtout, et qui aujourd'hui, a fortiori, sont surtout pour un projet d'agriculture, un projet de territoire, voilà, un projet, il me semble, modeste, mais pourquoi pas innovant et duquel on pourrait retirer des enseignements. Donc d'un côté, il y a ça, et de l'autre côté, sous la litanie de l'état de droit, de fait, on a un État qui est réduit à sa fonction la plus primaire, à sa fonction la plus régalienne, et qui vient chercher dans les marges et qui déploie tous les moyens possibles et imaginables pour détruire à tout prix ce qui se trouve justement dans ses bords, dans ses marges, à la limite pour détruire et écraser à tout prix et quels que soient les moyens, quelque chose qui est en train de s'inventer, de se créer. Il me semble que c'est justement cette dialectique que raconte le film et peut-être qu'on retrouve dans notre discussion. Thibaut Ferrier rejoint un petit peu ce que disait un sociologue qui n'est pas directement impliqué dans l'affaire de Notre-Dame-des-Landes, mais qui a réfléchi sur ce sujet, comme beaucoup d'entre eux d'ailleurs, Bruno Latour, qui disait « Les zadistes doivent devenir les instituteurs de l'État », au sens où ils pourraient pousser aussi l'État ou les acteurs publics à changer d'approche pour envisager des choses, une relation, un dialogue plus horizontal et partir du réel, de ce que des gens ont créé et mis en place pour tenter de dégager des solutions d'avenir. Comment vous pensez qu'on peut articuler ces deux visions, c'est-à-dire celle qui nous dit il faut inventer un nouveau monde, et les zadistes à leur manière le tentent, et celle qui nous dit en effet mais oui, mais il y a l'état de droit. Eh bien, en fait, ce n'est pas contradictoire en réalité. C'est comment j'utilise. Et il y a deux éléments qu'on a envie d'opposer, mais qui ne s'opposent pas. On ne peut pas dire l'État a essayé d'écraser. Non. En fait, le mouvement a essayé de protéger un territoire parce qu'il était contraire. Et c'est là où, je veux dire, les acteurs publics, les élus ont quelque chose à apprendre. On n'aurait jamais dû arriver à autant d'années, à autant de décennies de contestation, de crispation sur un territoire. Là, on a tous échoué quelque part. Pourquoi ? Parce que vous avez des élus qui ont été on va dire démunis, parce qu'ils ont été désavoués. Et donc c'est la démocratie représentative qui a été désavouée d'une certaine manière. Quand vous avez des élus locaux qui votent pour un projet et que finalement l'État décide de ne pas le faire. Vous avez également une consultation de citoyens. Alors, on peut tout dire sur cette consultation, sauf que la réalité, c'est qu'une majorité se sont exprimés pour. Et finalement, le projet n'est pas fait. Et tout ça avec une histoire locale, on va dire maillée de souvenirs d'un Premier ministre qui était maire de notre ville de Nantes, donc de la ville principale autour, qui dit on va évacuer, finalement qui n'évacue pas. Et donc on voit l'État qui avance et qui recule. On voit un Premier ministre à l'époque encore plus ancien, M. Fillon, qui connaissait le projet, mais qui ne va pas jusqu'au bout du projet. Eh bien c'est là où, je veux dire, les acteurs publics ont quelque chose à apprendre, à changer. On ne peut pas construire un projet qui s'oppose autant à la population. Et c'est là où il y a finalement peut-être le fait qu'il faut accepter ou peut-être refuser le passage en force et dire, eh bien, avant de décider quelque chose, il faut aller chercher ce point d'équilibre, il faut aller chercher ce consensus. À l'époque, il y a longtemps encore peut-être, on faisait peut-être plus facilement confiance, et j'ose le mot, aux élus en disant, ils ont décidé, on laisse faire. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec l'accès à l'information, nous avons la possibilité de contredire. Et la grande période qui a peut-être divisé notre territoire, en tout cas le mien, ça a été pendant ce référendum où vous aviez tellement d'experts qui disaient tellement de choses contraires que vous ne saviez même plus qui disait la vérité. Eh bien, essayez d'être un citoyen éclairé, d'avoir une position en se disant, mais attendez, celui-là, ça a l'air sérieux et puis il dit ça coûterait ça. Puis là, on dit, ça coûterait ça. Et finalement, la parole publique a été troublée. Il n'y avait plus de vérité puisqu'il y en avait plusieurs. Eh bien là, il y a échec. Comment dans un état de droit comme le nôtre on ne puisse pas avoir une vérité, et à ce moment-là, cette vérité, on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Je préfère être en désaccord avec une décision que ne pas savoir quelle est la vérité de la situation. Et finalement, c'est là où nous devons, demain, je pense, si nous ne voulons pas vivre de nouveau Notre-Dame-des-Landes, et c'est vraiment une cicatrice qui restera, une cicatrice démocratique sur notre territoire, il faut revenir à l'état de droit, puisqu'encore une fois, moi je suis élue de la nation. Et donc cet état de droit, ça ne veut pas dire ne pas imaginer l'avenir de demain, l'agriculture de demain, tout ça s'écrit. Mais tout ça s'écrit dans les règles. Parce qu'à ce moment-là, pourquoi je vote des lois ? Pourquoi de nouveaux bien sûr, de nouveaux outils et pour la démocratie. Exactement, parce que sinon, le monde de demain ne sera pas apaisé et il sera systématiquement dans un bras de fer. Et nous ne pouvons pas l'imaginer, parce que sinon, on n'aura pas cette société apaisée.
Débat qui reste largement ouvert. Vous avez pu voir le documentaire, vous pourrez vous faire votre opinion. On reparlera sans doute dans les années qui viennent de Notre-Dame-des-Landes et de tout ce qui s'y passe et de tout ce qui s'y joue aussi en termes de participation à la vie citoyenne et à la vie publique. Merci beaucoup et à bientôt pour un nouveau numéro d'Écran Public.